Ma famille m'a envoyé un message, nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus du tout. Mon oncle les a aidés à déménager. J'ai simplement répondu, bien sûr. Je vais annuler mes virements automatiques dès la première heure. À minuit, le fonds fiduciaire familial était gelé. Le fonds de vacances vidé et les impôts sur la succession redevinrent leur problème. Le lendemain, ma sœur m'a appelé 13 fois. Je lui ai juste envoyé un message en retour, j'ai besoin d'espace. Salut Reddit, compte jetable pour des raisons évidentes. Cela s'est passé au cours des 8 derniers mois, et je suis encore en train de tout digérer, mais je me suis dit que vous apprécieriez la justice qui a été rendue ici. Attention, c'est une longue histoire, mais croyez-moi, elle vaut la peine d'être lue. Un peu de contexte. Moi, Marc, 32 ans, je gagne environ 150 000 € par an, plus des primes trimestrielles qui peuvent me faire dépasser les 200 000 € les bonnes années. Je travaille dur dans ce secteur depuis l'université. J'ai gravi les échelons, passant d'estimateur débutant, gagnant 30 000 €, à la direction de projets commerciaux de plusieurs millions d'euros. Le chemin n'a pas été facile. De nombreuses semaines de 70 heures, à gérer des délais impossibles, des équipes de plus de 50 personnes, et à constamment éteindre des incendies qui pouvaient coûter des centaines de milliers d'euros à l'entreprise s'ils n'étaient pas gérés correctement. La situation de ma famille est, disons, compliquée. Mon père, Jacques, a été entre deux opportunités pendant la majeure partie d'une décennie, ce qui est une façon polie de dire qu'il occupe le canapé de manière professionnelle et qu'il est convaincu que le travail parfait est juste au coin de la rue. Il a 58 ans maintenant et n'a pas eu d'emploi stable depuis que la crise de 2008 a frappé sa carrière de commercial. Ma mère, Nicole, travaille à temps partiel dans une bijouterie locale, rapportant peut-être 15 000 € par an lorsqu'elle a envie de se montrer régulièrement. La boutique est l'un de ces endroits haut de gamme qui vend des accessoires trop chers aux mères de banlieue qui pensent que dépenser 200 € pour un bracelet les rend sophistiqués. Ensuite, il y a ma sœur, Chloé, qui a 29 ans et est absolument convaincue qu'elle est destinée à la célébrité sur Instagram avec ses 2800 abonnés qui la regardent publier des photos de tasses de café et de sacs de créateurs contrefaits qu'elle prétend être authentiques. Chloé n'a jamais conservé un emploi plus de 8 mois. Son palmarès inclut avoir quitté un poste de réceptionniste parce que répondre au téléphone était en dessous d'elle, avoir été licenciée d'un poste de vendeuse pour retard constant, et avoir quitté un emploi d'hôtesse de restaurant parce qu'un client avait été impoli avec elle. Elle change constamment de petits amis en fonction principalement de leur compte en banque et de la qualité de leur véhicule, et possède la conscience financière d'un tout petit lâché dans un magasin de bonbons avec un crédit illimité. Mais elle est la Benjamine de la famille, la princesse qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Donc, naturellement, elle est au-delà de toute critique ou responsabilité. Il y a environ 6 ans, lorsque ma carrière a vraiment décollé et que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai commis ce que je reconnais maintenant comme l'erreur catastrophique d'aider aux dépenses familiales. Cela a commencé assez innocemment. Mon père avait besoin d'une réparation de transmission sur son vieux camion, une urgence légitime de 2 500 € que j'ai couverte sans hésitation. Les cartes de crédit de ma mère étaient plafonnées suite à diverses virées shopping, une dette de 7 000 € qui l'écrasait avec des paiements minimums, alors je l'ai entièrement remboursée. Le loyer de Chloé était de nouveau en retard après qu'elle ait dépensé son argent de serveuse pour de nouveaux vêtements, encore 1 000 € que j'ai gérés pour éviter son expulsion. Au début, c'était absolument incroyable d'être celui qui réussissait. Le pourvoyeur, le héros, qui intervenait pour sauver tout le monde de leur catastrophe financière. Mes parents semblaient sincèrement fiers de ce que j'avais accompli. Chloé répondait enfin à mes appels téléphoniques et me traitait avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Et pendant un bref moment brillant, nous nous sommes sentis comme une vraie famille fonctionnelle. Mais voici la vérité fondamentale sur le fait d'aider les gens que j'aurais aimé que quelqu'un me l'apprenne plus tôt, ils cessent de voir votre générosité comme de la gentillesse et commencent à la considérer comme une obligation. Votre aide d'urgence devient leur filet de sécurité permanent. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous n'aidez plus les membres de votre famille, vous financez leur choix de vie. Ce qui a commencé comme une aide d'urgence occasionnelle s'est progressivement transformé en attente mensuelle. Le véhicule de mon père nécessitait mystérieusement des réparations coûteuses tous les trimestres, comme une horloge. Ma mère découvrait des coûts inattendus qui coïncidaient parfaitement avec son désir de redécorer le salon ou d'acheter de nouveaux meubles. Chloé a transformé la manipulation financière en ce que je ne peux décrire que comme de l'art de la performance, avec des larmes de crocodile et des histoires déchirantes dignes d'un César. Sa routine était magistrale dans sa prévisibilité.
Elle m'appelait au travail en sanglotant hystériquement parce que son loyer était dû dans 2 jours et qu'elle n'avait pas l'argent. Comment elle allait se retrouver sans abri? Comment c'était absolument, positivement, définitivement la dernière fois qu'elle demanderait de l'aide à qui que ce soit? Elle dépeignait des tableaux élaborés d'elle dormant dans sa voiture, perdant toutes ses possessions, étant forcée de retourner vivre chez ses parents dans la honte. La manipulation émotionnelle était chirurgicale dans sa précision. Puis, sans faute, 2 semaines plus tard, ses stories Instagram la montraient dans des spas coûteux, des restaurants chics ou des week-ends avec le petit ami qu'elle fréquentait ce mois-là. La même personne qui était sur le point de se retrouver sans abri publiait des selfies avec des cocktails à 15 € et des lunettes de soleil de créateur, agissant comme si elle n'avait jamais eu de soucis financiers de sa vie. Le vrai problème, cependant, était l'oncle Henri, le frère aîné de mon père, et l'expert financier autoproclamé de la famille. Cet homme se considérait comme le Warren Buffett personnel de notre famille parce qu'il avait travaillé brièvement dans un service de préparation de déclaration fiscale dans les années 1990, ce qui le qualifiait apparemment, à ses propres yeux, comme un conseiller en investissement sophistiqué. Il avait géré la succession de mon grand-père en tant que fiduciaire principal depuis le décès de grand-père il y a 5 ans. Une responsabilité qui s'accompagnait de la surveillance d'environ 350 000 € en divers investissements, biens immobiliers et actifs qui représentaient le travail de toute une vie de mon grand-père. La philosophie de gestion de l'oncle Henri semblait impliquer de traiter l'héritage de grand-père comme son fonds de divertissement personnel, des week-ends de jeux à Monaco, un bateau de pêche qu'il ne pouvait absolument pas se permettre avec ses revenus de retraite, de multiples échecs commerciaux qui nécessitaient toujours un financement temporaire de la succession. Tout cela financé par l'argent durement gagné de mon grand-père qui était censé être préservé pour l'avenir de la famille. Le pire aspect de toute cette dynamique était qu'ils agissaient tous comme si je leur devais ce soutien financier. Pas reconnaissant, pas désolé, ne reconnaissant même pas le sacrifice impliqué. Entitlement, complètement, totalement, entitlement. Comme si j'étais un distributeur automatique sophistiqué qui distribuait de l'argent lorsqu'il saisissait les bons codes émotionnels. Et ma fonction principale dans la vie était de résoudre leurs problèmes d'argent pendant qu'ils prenaient de mauvaises décisions. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé à quel point j'étais tombé dans ce piège psychologique. Le dîner de Noël de l'année dernière, que j'avais dépensé près de 3 500 € pour organiser dans un restaurant chic parce que ma mère voulait créer des souvenirs durables pour la famille. Je suis assis là à regarder Chloé photographier chaque plat pour son Instagram, y compris la bouteille de vin à 180 € que j'avais achetée, à écouter mon père se plaindre des derniers problèmes mécaniques de son camion, véhicule que j'avais aidé à financer. Pendant que ma mère planifiait un autre voyage coûteux en Espagne qui, inévitablement, deviendrait ma responsabilité financière, Chloé m'a regardé directement avec cette expression décontractée et dédaigneuse et a dit « Marc, tu as incroyablement de la chance de ne pas avoir de vrais problèmes à te soucier. Ça doit être absolument incroyable d'avoir tout cet argent de la construction et de ne pas avoir à te stresser pour quoi que ce soit. » De la chance comme si mon succès s'était matérialisé de nulle part. Comme si je n'avais pas passé 15 ans à travailler 65 heures par semaine, à gérer des délais impossibles, à faire face à l'insomnie et à l'anxiété induite par le stress, à me former constamment aux nouvelles technologies et techniques de gestion juste pour que ma propre sœur agisse comme si mes réalisations professionnelles étaient une sorte de gain à la loterie cosmique plutôt que le résultat d'un effort soutenu et d'un sacrifice. Ce moment a cristallisé mon besoin d'une stratégie de sortie. Je n'avais juste pas réalisé que j'aurais besoin de la mettre en œuvre si rapidement. C'est là qu'intervient mon meilleur ami, David, la seule personne dans ma vie qui avait vu clair dans leur manipulation dès le premier jour. David et moi nous sommes rencontrés pendant nos cours d'ingénierie à l'université, nous liant initialement lors de sessions d'études nocturnes et d'une détermination partagée à réussir malgré le fait de venir de familles qui ne pouvaient pas nous apporter un soutien financier. Alors que j'ai finalement embrassé la gestion de la construction, David a choisi la voie entrepreneuriale et a lancé une petite mais de plus en plus rentable entreprise de conseil spécialisée dans l'optimisation des systèmes commerciaux et l'amélioration des processus pour les entreprises de taille moyenne. David possède une capacité presque surnaturelle à détecter la tromperie et la manipulation, probablement développée pendant sa propre enfance difficile. Il avait observé les dynamiques de ma famille pendant des années, n'hésitant jamais à exprimer ses préoccupations quant à la façon dont il me traitait, bien qu'il ait toujours pris soin de formuler ses observations comme une véritable inquiétude plutôt que comme une critique. « Frère, ta famille te traite comme une ligne de crédit ambulante », me disait-il chaque fois que je mentionnais avoir couvert une de leurs dépenses. Quand est-ce que l'un d'eux t'a demandé de tes nouvelles, de ton niveau de stress, de tes objectifs de carrière sans immédiatement enchaîner avec une demande d'argent?
J'ai toujours ignoré ces avertissements parce que la loyauté familiale me semblait primordiale. Et je croyais sincèrement que les soutenir était la bonne chose à faire. Mais David a maintenu des observations détaillées sur le modèle. Et ce gars a en fait commencé à suivre chaque fois que je mentionnais leur donner de l'argent. Selon ses calculs, qu'il m'a présentés avec la précision d'un tableau Excel, j'avais fourni plus de 78 000 € à ma famille en seulement 3 ans. 78 000 €. Laissez cela s'imprégner. C'est plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une année entière. Simplement donné à des membres de la famille qui n'ont jamais exprimé de gratitude sincère et ont constamment démontré qu'ils considéraient ma générosité comme leur droit de naissance. Ils te drainent systématiquement, a insisté David lors de notre dernière conversation sérieuse sur la situation. Pire encore, ils ne te respectent même pas pour ça. Tu n'es plus leur fils ou leur frère. Tu es leur bienfaiteur, leur mécène, leur filet de sécurité financière. Ils ont réduit toute ton identité à ta capacité à résoudre leurs problèmes d'argent. David avait ce talent pour l'honnêteté brutale qui était à la fois utile et incroyablement douloureux à entendre. Il possédait également des compétences créatives en résolution de problèmes et des capacités de réflexion stratégique qui se révéleraient absolument inestimables dans les mois à venir. Ayant grandi véritablement pauvre, pas la pauvreté temporaire de mon père au chômage, mais la pauvreté d'une mère célibataire travaillant double équipe à plusieurs emplois, David comprenait l'exploitation et la manipulation quand il les voyait. Sa mère avait élevé 4 enfants avec des salaires combinés de serveuses de restaurants et de femmes de ménage après que son père ait abandonné la famille quand David avait 11 ans. Il avait financé toute son éducation universitaire grâce à des bourses d'études, des prêts étudiants et en travaillant des quarts de nuit dans une station-service ouverte 24 heures sur 24, étudiant souvent entre les clients à 3 heures du matin. Alors, quand il a vu ma famille exploiter systématiquement mon succès sans rien apporter elle-même, cela l'a véritablement exaspéré. Pas une colère jalouse ou du ressentiment, mais une indignation vertueuse au nom de quelqu'un qu'il aimait. Ton problème fondamental, a expliqué David lors d'une de nos sessions de jeu du week-end, est une inadéquation stratégique. Tu joues aux échecs pendant qu'ils jouent aux dames. Ils font des mouvements émotionnels conçus pour manipuler. Tu réponds avec une résolution de problèmes logiques. Ils te culpabilisent avec des histoires déchirantes. Tu écris des chèques pour faire disparaître le problème. Tu dois commencer à jouer à leur jeu au lieu de les laisser te jouer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que tu dois commencer à réfléchir stratégiquement à cette situation. Tu es un chef de projet, Marc. Tu résous des problèmes logistiques complexes professionnellement. Tu coordonnes plusieurs éléments mobiles. Tu anticipes les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des crises. Commence à traiter ta situation familiale comme un exercice de dépannage qui nécessite une résolution systématique. J'ai ri au début, pensant qu'il dramatisait, mais cette conversation a semé les graines de tout ce qui allait suivre. L'idée que je pouvais aborder le dysfonctionnement familial avec la même pensée analytique que j'utilisais professionnellement était à la fois attrayante et légèrement terrifiante. 2 semaines plus tard, tout a changé pour toujours avec un seul message texte qui allait modifier le cours de ma vie. 22 mars, 16h12. Je me souviens précisément de l'heure parce que j'étais en train d'examiner les plans architecturaux d'un grand projet commercial lorsque mon téléphone a vibré avec un message de groupe qui mettrait fin de façon permanente à ma relation avec ma famille. Le message venait du téléphone de ma mère. Nous en avons discuté en famille et pensons qu'il est temps pour toi de te retirer des finances familiales. Nous sommes capables de gérer notre propre argent à partir de maintenant. S'il te plaît, ne nous contacte pas pendant un certain temps. Nous avons besoin d'espace pour nous débrouiller sans interférence extérieure. J'ai fixé ce message pendant ce qui m'a semblé une éternité, le lisant encore et encore, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma première pensée fut qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une mauvaise communication. Peut-être ma mère avait-elle voulu l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais ensuite Chloé a répondu en quelques minutes avec une série d'émojis de célébration, et mon père avait aimé le message avec un enthousiasme évident. Ma propre famille venait de me virer, de me licencier de mon rôle de fils et de frère. Je savais exactement ce qui avait déclenché cette réponse coordonnée. 3 semaines auparavant, j'avais demandé une comptabilité de base à l'oncle Henri concernant la gestion des fonds de la succession après avoir remarqué plusieurs transactions suspectes sur le relevé trimestriel. Rien d'accusateur ou de conflictuel, simplement une demande directe, pourriez-vous m'expliquer ces retraits et à quoi ils ont servi? Apparemment, demander de la transparence sur la gestion de l'argent de mon grand-père décédé constituait une violation de limites et un comportement contrôlant qui menaçait leur autonomie. Plus je réfléchissais à la situation, plus ma colère montait.
Ces gens m'avaient traité comme leur institution bancaire personnelle pendant des années, s'attendant à ce que je finance leur choix de vie sans rien apporter de significatif à ma vie. Et au moment précis où j'ai posé une simple question sur la responsabilité financière, soudain j'étais le problème qu'il fallait éliminer. J'ai immédiatement appelé David, mes mains tremblant en composant son numéro. « C'est incroyable, dit-il après que je lui ai lu le message mot pour mot. Ils l'ont vraiment fait. Ils t'ont laissé tomber comme si tu étais un employé qu'ils pouvaient simplement renvoyer. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Après tout ce que j'ai fait pour eux, tout l'argent, toute l'aide. » Arrête-toi là, David l'interrompit fermement. C'est en fait le meilleur résultat possible pour toi. Ils viennent de fournir la justification parfaite pour une séparation complète. Ils t'ont montré exactement qui ils sont et ce qu'ils ressentent vraiment pour toi. Mais qu'en est-il de la loyauté familiale? Qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il de quoi? Ta sœur qui publie des stories Instagram de vacances coûteuses pendant que tu paies ses dépenses de base. Tes parents qui n'ont pas exprimé de gratitude sincère ni d'intérêt pour ton bien-être depuis des années. Ton oncle qui a systématiquement détourné l'héritage de ton grand-père tout en te traitant de contrôleur pour avoir posé des questions. Cette dernière déclaration m'a frappé comme un coup physique. Qu'est-ce que tu veux dire par détourner? Marc, tu m'as dit qu'il avait acheté un bateau de pêche avec l'argent de la succession. Ce n'est pas une mauvaise gestion financière ou un jugement discutable. C'est du vol. Du vol pur et simple de l'héritage d'un homme décédé. Tu sais ce que nous devons faire? Absolument. Tu crois que je vais te laisser gérer cette situation seule après avoir vu ces gens t'exploiter pendant des années? J'attendais l'occasion parfaite pour t'aider à t'occuper de ces parasites. Maintenant, ils nous ont offert cette opportunité sur un plateau d'argent. L'enthousiasme de David était contagieux, mais je me sentais toujours incertain quant à l'escalade de la situation. Peut-être devrais-je simplement m'éloigner tranquillement. Marc, écoute-moi très attentivement. Ces gens ont systématiquement exploité ton succès et ta générosité pendant des années, puis t'ont jeté au moment exact où tu as demandé une comptabilité de base. Ils ne méritent plus ta gentillesse, ta considération ou ta protection. Ils méritent des conséquences pour leurs actions. Il avait absolument raison et je le savais. J'avais passé 3 ans à fonctionner comme leur distributeur automatique personnel. Et quand j'ai finalement demandé une transparence de base sur l'endroit où allait l'argent, soudain j'étais le méchant qui devait être éliminé de leur vie. D'accord, acquiesçai-je, sentant quelque chose changer en moi. Qu'est-ce que tu as exactement en tête? D'abord, nous avons besoin d'une évaluation complète des dommages. Quel type d'accès financier conserves-tu encore à leurs comptes et services? C'est alors que j'ai commencé à sourire pour la première fois depuis la réception de leur message. Car, dans leur précipitation à me couper émotionnellement, ils avaient commis une erreur absolument critique. Ils m'avaient expulsé de la famille, mais avaient complètement oublié de me retirer de leurs comptes et services financiers. David arriva à mon appartement ce soir-là, armé de son ordinateur portable, de plusieurs boissons énergisantes et d'une détermination concentrée habituellement réservée aux opérations militaires. Il baptisa notre enquête Opération Audit Familial, et nous commençâmes à lister systématiquement chaque compte, service et arrangement financier auquel j'avais accès au contrôle. La liste s'avéra bien plus étendue que je ne l'avais même réalisée. J'étais un utilisateur autorisé sur le compte courant principal de mes parents, ajouté il y a des années lors de l'une des difficultés de crédit périodique de mon père, lorsque son propre accès bancaire était limité. Je possédais leurs identifiants bancaires en ligne complets car je les avais aidés à établir les comptes et à configurer les paiements automatiques pour divers services. J'étais le titulaire du compte principal pour le forfait de téléphone portable familial, la police d'assurance automobile et 6 comptes de services publics différents, y compris l'électricité, le gaz, l'eau et le service Internet. Plus important encore, j'avais un accès administratif au système de stockage cloud partagé de la famille qui contenait les documents de succession de l'oncle Henri, les dossiers financiers et les informations sensibles. Et j'étais officiellement répertorié comme fiduciaire suppléant de la succession de grand-père, une position légale que tout le monde avait apparemment oubliée, sauf moi. C'est absolument magnifique, dit David, examinant les relevés bancaires et les historiques de transactions sur l'écran de son ordinateur portable. Regardez ce désordre complet qu'ils ont créé. Les chiffres ont dépassé même mes pires attentes et craintes. Au cours des 6 derniers mois seulement, l'oncle Henri avait retiré plus de 31 000 € des comptes de la succession pour diverses dépenses personnelles. Mon père avait dépassé le découvert du compte courant familial 11 fois, générant des centaines d'euros de frais.
Ma mère avait accumulé plus de 13 500 € de dettes auprès de chaînes de téléachat sur plusieurs cartes de crédit. Plus choquant encore, Chloé utilisait une carte de crédit qui était d'une manière ou d'une autre liée à ma ligne de crédit principale, débitant systématiquement des magasins de créateurs, des restaurants chers, des soins de spa et des articles de luxe sans ma connaissance ni mon consentement. Marc, elle te vole littéralement depuis des mois, dit David, faisant défiler des enregistrements de transactions sans fin. Regarde ce schéma. 750 € chez Louis Vuitton, 100 € dans une boutique du centre-ville, 420 € pour un seul brunch, 280 € pour une séance de massothérapie. Elle vivait comme une reine entièrement sur ton crédit tout en prétendant lutter financièrement. Mais le véritable trésor était la mauvaise gestion systématique de la succession par l'oncle Henri. David a méthodiquement comparé les documents de fiducie originaux et les exigences légales à l'historique des transactions réelles, construisant un dossier en béton de faute financière. Marc, ce n'est pas seulement une mauvaise gestion financière ou des jugements douteux. C'est carrément de la fraude, du détournement de fonds et un manquement à l'obligation fiduciaire. Regarde ces preuves. Il a utilisé l'argent de la succession pour verser la compte de ce bateau de pêche. Il a payé son hypothèque personnelle avec les fonds de la fiducie, et ce retrait de 9 200 € du mois dernier, le même week-end, il a posté des photos sur Facebook de lui jouant à Monaco. Comment peux-tu être sûr du lien avec Monaco ? David a sorti le profil de l'oncle Henri sur les réseaux sociaux avec l'expression satisfaite d'un détective résolvant une affaire de meurtre. Parce que notre génie a posté plusieurs photos de lui au casino de Monte-Carlo avec des horodatage et des balises de localisation. Le retrait du compte de la succession de grand-père et ses publications de casino correspondent parfaitement. Même week-end, même montant. Une preuve absolument indéniable. Nous avons passé les 4 heures suivantes à documenter méticuleusement tout ce que nous avons trouvé. David a créé un dossier sécurisé sur son serveur privé et a systématiquement téléchargé des copies de chaque relevé bancaire, chaque enregistrement de transactions suspect, chaque élément de preuve que nous pouvions localiser. Au moment où nous avons terminé, nous avions construit ce qui équivalait à un dossier pénal complet. Très bien, dit David, s'adossant à sa chaise avec une satisfaction évidente. Nous avons ici plus qu'assez de preuves pour tous les détruire financièrement et légalement. La question est maintenant, comment veux-tu procéder avec ces informations ? J'ai examiné la question attentivement, sentant une froide clarté s'installer en moi. Je veux qu'il éprouve exactement ce qu'ils m'ont fait ressentir pendant des années. Utilisé, trahi, exploité, et complètement impuissant à l'arrêter. Maintenant, tu penses avec une clarté parfaite, mais nous devons être stratégiques dans notre approche. Nous ne pouvons pas tout démolir immédiatement. Nous devons appliquer une pression progressive afin qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont perdu et pourquoi ils le perdent. David a décrit ce qu'il a appelé la stratégie en cascade, une approche systématique pour démanteler tout leur système de soutien. Phase 1, nous retirons progressivement leur accès à ton argent et à ton crédit afin qu'ils ressentent une pression financière croissante sans comprendre immédiatement la source. Phase 2, nous fermons systématiquement tous les services et comptes que tu finances, les forçant à gérer leurs propres besoins de base. Phase 3, nous exposons la fraude de l'oncle Henri aux autorités légales compétentes et laissons le système de justice pénale gérer les conséquences. Qu'en est-il de Chloé spécifiquement ? Le sourire de David devint absolument diabolique. Oh, j'ai des plans très spéciaux pour ta chère sœur. Elle a construit tout son faux style de vie avec ton argent tout en te traitant comme de la merde. Il est temps pour elle d'apprendre à quoi ressemble la réalité. Nous avons décidé de commencer petit et de prendre de l'élan progressivement. Le premier mouvement a été d'appeler mon opérateur de téléphonie mobile et de retirer toute ma famille de mon forfait de service. Sans avertissement, sans explication, sans possibilité de prendre d'autres dispositions. Leurs téléphones ont simplement cessé de fonctionner en pleine conversation. En 3 heures, j'avais accumulé 20 appels manqués et plus de 40 messages textes de divers membres de ma famille essayant désespérément de comprendre pourquoi leur téléphone avait soudainement cessé de fonctionner. Les messages allaient de « as-tu oublié de payer la facture de téléphone ?» à « règle ça immédiatement », en passant par des messages véritablement désespérés, « j'ai besoin de mon téléphone pour mes applications professionnelles, Marc. » J'ai ignoré chaque message et chaque appel. L'étape suivante a été de me retirer en tant qu'utilisateur autorisé de divers comptes de services publics, électricité, gaz, eau, tout ce qui avait été automatiquement payé par ma carte de crédit pour leur commodité. J'ai méthodiquement annulé ces arrangements de paiement et j'ai officiellement informé les compagnies de services publics que je n'étais plus financièrement responsable de ces comptes.
la beauté absolue de cette approche, expliqua David avec une appréciation évidente pour la stratégie, et qu'ils ne peuvent pas directement te blâmer pour ces problèmes. Ceux-ci semblent être des problèmes de facturation et des interruptions de services normaux, pas un sabotage intentionnel. Ils doivent résoudre chaque problème individuellement sans comprendre le schéma plus large. Le troisième mouvement fut l'assurance auto. Toute ma famille utilisait ma police d'assurance complète parce que les tarifs de groupe étaient considérablement moins chers pour toutes les personnes concernées. J'ai appelé mon assureur et je les ai retirés de la couverture, avec effet immédiat. C'est alors que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. Mon père rentrait au magasin de bricolage l'après-midi suivant lorsqu'il a été arrêté par la police pour ce qui aurait dû être un contrôle routier de routine, une immatriculation de véhicule périmé. Ce qui aurait dû être un simple avertissement est devenu un véritable cauchemar lorsque l'agent a vérifié ses informations et a découvert que son véhicule était complètement non assuré. Le résultat, une amende de 450 €, une immobilisation immédiate du véhicule et une suspension de permis, en attendant une preuve d'assurance valide. Mon père m'a appelé en hurlant à propos d'erreurs de la compagnie d'assurance et en exigeant que je règle la situation immédiatement. J'ai laissé chaque appel partir directement sur ma messagerie vocale. Pendant ce temps, Chloé découvrait que son passe-temps favori, dépenser à outrance avec ses cartes de crédit pour des achats de luxe, était soudainement devenu impossible. J'avais appelé la compagnie de cartes de crédit, l'avais retirée en tant qu'utilisateur autorisé sur mon compte, puis j'avais systématiquement contesté chaque dépense qu'elle avait effectuée au cours des 6 mois précédents comme une utilisation non autorisée. Son sac Louis Vuitton à 750 € a été remboursé aux commerçants. Le shopping à 1000 € dans les boutiques de créateurs a été complètement annulé. 6 mois de dîner chers, de soins de spa et d'achats de luxe. Tout a été récupéré auprès des commerçants qui avaient accepté ces dépenses frauduleuses. Mais le véritable chef-d'œuvre fut la destruction systématique par David de sa présence sur Instagram et de son faux style de vie. L'identité et l'estime de soi de Chloé étaient entièrement construites autour de l'apparence de richesse et de succès en ligne, vêtements de créateurs, restaurants chers, contenu de style de vie luxueux, tout soigneusement organisé pour créer l'illusion qu'elle menait une sorte de vie aspirante. Mais chaque élément de cette façade était entièrement financé par mon argent. Et maintenant que la source de financement était éliminée, elle ne pouvait plus maintenir la prétention. David, étant le génie stratégique qu'il est, avait systématiquement fait des captures d'écran de ses publications pendant des mois, construisant une archive complète de son faux style de vie. Quand elle a commencé à publier du contenu défensif sur des haineux jaloux essayant de ruiner sa vie, il a créé plusieurs comptes de médias sociaux anonymes et a commencé à commenter ses publications avec des preuves photographiques et des documents. Ma chère, n'est-ce pas le même sac Louis Vuitton que tu as rendu au magasin la semaine dernière, accompagné d'une capture d'écran d'elle au comptoir du service client? J'adore absolument le style de vie de designer. Au fait, comment va le score de crédit de ton frère ces jours-ci, avec une capture d'écran montrant ses dépenses non autorisées? Ses soins de spa ont l'air incroyables. Ça doit être sympa d'avoir l'argent de la famille pour financer le style de vie de luxe, avec des documents des dépenses contestées. C'était absolument magnifique à regarder. Sa section de commentaires Instagram s'est transformée en champ de bataille alors que les abonnés commençaient à se demander si un aspect de son style de vie était authentique. Son nombre d'abonnés a chuté de 45% en seulement 2 semaines, les gens réalisant qu'ils avaient suivi une fabrication complète. Mais nous ne faisions que commencer avec les conséquences graves. Pendant que nous étouffions méthodiquement leurs finances quotidiennes, David et moi préparions simultanément l'option nucléaire, exposer la fraude systématique de l'oncle Henri aux autorités légales compétentes. Vous vous souvenez de ce poste de fiduciaire suppléant que j'ai mentionné avoir sur la succession de grand-père? Ce rôle confère une autorité et une responsabilité légale sérieuse, surtout lorsque le fiduciaire principal détourne clairement des fonds et viole ses obligations fiduciaires envers les bénéficiaires. David m'a aidé à rechercher les exigences légales spécifiques pour signaler la faute d'un fiduciaire, et ensemble, nous avons constitué un dossier complet qui exciterait vraiment les procureurs. Relevé bancaire, reçu, publication sur les réseaux sociaux, relevé de cartes de crédit, schéma de comportement documenté, tout ce qu'il fallait pour prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'oncle Henri avait systématiquement pillé la succession à des fins personnelles sur une longue période. Avant de lâcher cette bombe nucléaire légale, cependant, nous voulions donner à ma famille une dernière occasion de révéler son véritable caractère et ses priorités. J'ai soigneusement rédigé un email formel au groupe familial, rédigé de manière professionnelle et complètement raisonnable. Bonjour à tous. J'ai examiné les documents financiers relatifs à la succession de grand-père et j'ai remarqué plusieurs irrégularités qui nécessitent une enquête.
En tant que fiduciaire suppléant, je suis légalement obligé d'examiner ces questions. Oncle Henri, pourriez-vous s'il vous plaît fournir une documentation détaillée pour les retraits suivants des comptes de la succession? Suivi d'une liste exhaustive de 18 transactions suspectes totalisant plus de 52 000 euros. La réponse fut immédiate, coordonnée et exactement ce que David et moi avions prédit. Oncle Henri, tu n'as absolument aucune autorité pour remettre en question mes décisions ou ma gestion de cette succession. J'ai géré ces responsabilités parfaitement bien sans ton ingérence ou ton micromanagement. Père, Marc, tu vas beaucoup trop loin. Henri sait exactement ce qu'il fait et n'a pas besoin de te justifier ses décisions. Mère, c'est précisément pourquoi nous avons dit que nous avions besoin d'espace. Tu es contrôlant, irrespectueux et complètement inapproprié. Chloé, OMG. Peux-tu juste laisser tout le monde tranquille pour une fois? Tu es tellement obsédé par l'argent et le contrôle, c'en est effrayant. Pas un seul membre de la famille n'a abordé la question réelle de l'argent manquant. Pas un seul n'a exprimé la moindre inquiétude concernant une fraude potentielle ou une mauvaise gestion de l'héritage de grand-père. Ils ont simplement fait cercle et m'ont attaqué pour avoir posé des questions légitimes sur des irrégularités financières documentées. Absolument parfait, a dit David lorsque je lui ai montré leur réponse. Ils viennent de fournir tout ce dont nous avons besoin pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un drame familial ou de conflit personnel. Il s'agit d'un comportement financier criminel qu'ils sont tous complices de dissimuler. Le même après-midi, j'ai déposé des plaintes formelles auprès du procureur général de l'État pour mauvaise conduite du fiduciaire, manquement à l'obligation fiduciaire et possible détournement de fonds. J'ai également envoyé des copies complètes de notre documentation au bureau du procureur local et à la division d'enquête sur la fraude de l'administration fiscale. Combien de temps avant qu'il ne réalise ce qui se passe, demandai-je à David. D'après mon expérience en la matière, l'oncle Henri va recevoir un appel téléphonique très désagréable d'un avocat du gouvernement dans les 48 heures. Ils prennent très au sérieux la fraude successorale, surtout quand il y a ce niveau de documentation et de preuves. La prédiction de David s'est avérée absolument exacte. Exactement 2 jours plus tard, mon père m'a appelé, complètement paniqué. « Marc, qu'as-tu fait ? La police veut interroger Henri sur la gestion de la succession. Ils ont gelé tous les comptes. Ta mère est complètement hystérique et nous ne savons pas ce qui se passe. » J'ai signalé une fraude présumée aux autorités légales compétentes, répondis-je calmement. Vous savez, exactement comme je suis légalement tenu de le faire en tant que fiduciaire suppléant lorsque je découvre des preuves de mauvaise conduite. Mais Henri a dit que les retraits étaient tous légitimes. Papa, Henri a volé plus de 52 000 euros de la succession de grand-père pour acheter un bateau et financer sa dépendance au jeu. La police n'a pas gelé ses comptes parce que je suis vindicatif. Ils les ont gelés parce que l'oncle Henri a commis plusieurs crimes et violé ses responsabilités légales en tant que fiduciaire. Silence complet à l'autre bout du fil. Nous devons vraiment parler de cette situation, dit enfin mon père. Non, nous n'avons vraiment pas besoin de le faire. Vous avez clairement indiqué que vous vouliez que je me retire des finances familiales. Mission accomplie. J'ai raccroché et éteint mon téléphone, ressentant un profond sentiment de satisfaction. Le lendemain matin, David m'a réveillé avec la nouvelle que l'oncle Henri avait été arrêté chez lui et inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude successorale, de détournement de fonds et de manquement à l'obligation fiduciaire. L'arrestation a fait la une du journal local, un homme local inculpé de fraude successorale, avec la photo d'identité de l'oncle Henri affichée en évidence. L'article mentionnait qu'il aurait volé plus de 55 000 euros de la succession de son père décédé pour financer des dépenses personnelles, y compris des dettes de jeu, des achats de luxe et des activités récréatives. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner sans arrêt. Ma mère, mon père, Chloé, ma tante, même des membres de ma famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. J'ai laissé chaque appel partir directement sur ma messagerie vocale et je les ai écoutés plus tard pour me divertir. Les messages vocaux étaient absolument éclairants quant à la révélation de leur véritable priorité. Ma mère, sanglotant hystériquement, « Marc, s'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. Les avocats disent qu'Henri pourrait faire de la prison ferme. Tous les comptes de la succession sont gelés et nous n'avons pas les moyens de nous payer une représentation légale. Nous avons désespérément besoin de ton aide pour régler cette situation. » Mon père, l'air complètement abattu, « Mon fils, je sais que nous n'avons pas bien géré cette situation, mais nous sommes toujours une famille. Henri a fait quelques erreurs, mais il ne mérite pas d'aller en prison. Ne peux-tu pas simplement abandonner les charges et régler cela en privé? Chloé, paniquée et désespérée, « Marc,
c'est complètement fou. L'oncle Henri n'est pas un criminel. Il a juste fait de mauvais choix financiers. En plus, toutes mes affaires ont été saisies et mon crédit est complètement ruiné et je n'ai même pas les moyens d'acheter de la nourriture. Tu dois arranger ce désordre. Le plus révélateur est venu de ma tante, la femme de l'oncle Henri. Marc, je ne sais pas ce que tu penses accomplir ici, mais tu détruis systématiquement toute cette famille. Henri est fondamentalement un homme bon qui a fait quelques erreurs. Si tu avais un minimum de décence ou de loyauté familiale, tu nous aiderais au lieu de nous attaquer quand nous sommes les plus vulnérables. David et moi avons écouté tous les messages vocaux en jouant à des jeux vidéo et en mangeant des plats à emporter, nous émerveillant de leur incapacité totale à accepter la responsabilité de leurs actes. Ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe, observa David avec un amusement évident. Ils ne s'excusent pas de t'avoir si maltraité ou de reconnaître leur exploitation. Ils sont en colère que les actions aient enfin des conséquences. Dois-je leur répondre? Absolument pas encore. Laissez-les mariner un peu plus longtemps dans cette situation. Ils doivent comprendre pleinement que leur ancienne vie d'utilisation de toi est complètement révolue avant qu'ils ne soient capables de changer sincèrement. Le conseil de David s'est avéré absolument correct. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue de leur dépendance financière envers moi est devenue douloureusement évidente pour toutes les personnes concernées. Sans mon crédit et mes revenus pour soutenir leur choix de vie, tout a commencé à s'effondrer de façon spectaculaire. Le camion de mon père a été saisi parce qu'il ne pouvait pas effectuer les paiements mensuels sans mon aide financière. Ma mère a dû annuler leurs vacances prévues en Espagne et prendre des quarts supplémentaires à la bijouterie pour couvrir les dépenses de base. Chloé a été forcée de retourner vivre chez mes parents parce qu'elle ne pouvait pas se permettre le loyer ou les dépenses de base, et ses rêves d'influenceuse Instagram sont morts complètement lorsque les huissiers ont récupéré tous ces faux articles de marque. La maison qu'ils louaient, il s'avère que j'avais co-signé ce contrat de location au cours des 2 dernières années. Lorsque je me suis officiellement retiré du bail, le propriétaire a examiné leurs revenus réels et a décidé qu'ils étaient insuffisants pour maintenir la propriété. Ils ont reçu un préavis de 30 jours pour trouver un autre logement. Mais le problème le plus grave était l'augmentation des frais de justice. L'oncle Henri avait désespérément besoin d'un avocat pénaliste compétent pour les accusations de fraude, et les avocats spécialisés dans les crimes en col blanc ne sont pas bon marché. La famille envisageait un minimum de 35 000 € en frais de justice. Et avec leurs finances complètement détruites, ils n'avaient absolument aucun moyen de payer une représentation adéquate. C'est alors que mon père a finalement ravalé ce qui restait de sa fierté et est venu me voir en personne pour une confrontation finale. Je travaillais dans mon bureau à domicile un samedi après-midi lorsque la sonnette a retenti. Grâce à mon système de caméra de sécurité, j'ai pu voir mon père debout sur mon porche, l'air d'avoir vieilli de 15 ans au cours du mois dernier. Il portait une chemise froissée qui n'avait probablement pas été lavée depuis des jours. Ses cheveux étaient complètement en désordre et toute sa posture criait la défaite, une transformation dramatique de l'homme qui me faisait la morale sur les responsabilités familiales et le fait de connaître sa place. Je l'ai délibérément laissé attendre pendant 10 minutes entières avant d'ouvrir la porte, le regardant à travers la caméra se déplacer nerveusement et répéter le discours qu'il avait préparé. « Marc, dit-il quand j'ai finalement ouvert la porte, sa voix à peine plus qu'un murmure. S'il te plaît, nous avons vraiment besoin de parler. De quoi? De Henri. De la situation familiale, de la façon dont nous avons eu incroyablement tort à propos de tout. Je l'ai laissé entrer dans mon salon, mais je ne lui ai délibérément pas offert de siège ni de rafraîchissement. Il est resté là maladroitement, regardant mes beaux meubles, mes appareils électroniques coûteux et mon style de vie réussi, toutes les choses que je pouvais me permettre parce que je ne soutenais plus 4 autres adultes. Nous avons complètement gâché, dit-il finalement, sa voix brisée par l'émotion. Nous tous. Nous t'avons traité terriblement pendant des années, avons profité de ton succès et de ta générosité, et quand tu as essayé de nous tenir responsables de nos actes, nous t'avons jeté comme si tu n'avais aucune importance pour nous. D'accord? Et nous sommes sincèrement désolés, profondément désolés. Nous savons que nous ne méritons pas ton pardon après tout ce que nous avons fait, mais nous le demandons quand même parce que nous sommes absolument désespérés. À quel point sommes-nous désespérés? Les épaules de mon père se sont complètement affaissées sous le poids de son aveu. Nous allons perdre la maison dans les 2 semaines. Henri risque 5 à 10 ans de prison fédérale à moins que nous ne puissions nous permettre une bonne représentation légale. Ta mère travaille double et elle est physiquement et émotionnellement épuisée. Chloé parle de déménager à Nice pour travailler comme serveuse de cocktail parce qu'elle ne trouve aucun autre moyen de gagner de l'argent avec son crédit détruit.
J'ai failli éclater de rire à ce dernier détail. Chloé, qui s'était toujours crue trop sophistiquée et spéciale pour des emplois ordinaires, allait apprendre exactement comment le monde réel fonctionne pour les gens qui n'ont pas d'argent familial sur lequel se rabattre. Ce sont tous des problèmes qui ne sont pas les miens à résoudre, dis-je d'un ton neutre. Tu as absolument raison. Ce ne sont pas tes problèmes, mais nous espérons que tu serais prêt à nous aider à les résoudre quand même, malgré tout ce que nous avons fait. Et pourquoi exactement voudrais-je faire ça? Mon père me regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. Parce que tu es une personne fondamentalement meilleure que nous tous. Parce que même après tout ce que nous t'avons fait, tu es toujours la seule personne de cette famille à avoir l'intégrité et les ressources pour nous sauver des conséquences de nos propres actions. Et que me demandes-tu de faire précisément? Aide-nous à payer l'avocat de la défense d'Henri. Aide-nous à trouver un nouveau logement que nous pouvons réellement nous permettre. Peut-être, si tu peux trouver ça dans ton cœur, laisse-nous revenir dans ta vie et essaie de reconstruire une sorte de relation. Je fis semblant de considérer sa demande pendant un long moment, regardant l'espoir scintiller dans ses yeux. Non, Marc, s'il te plaît. Non. Tu ne peux pas passer 3 ans à me traiter comme un distributeur automatique personnel. Me couper de la famille quand je pose des questions de base sur la responsabilité financière et ensuite revenir en rampant pour demander de l'aide quand vos vies s'effondrent. Ce n'est pas comme ça que tout cela fonctionne. Mais nous nous sommes excusés et nous sommes sincèrement désolés. Tu t'es excusé parce que tu es désespéré et que tu as besoin d'argent, pas parce que tu es réellement désolé de la façon dont tu m'as traité. Si l'oncle Henri n'avait pas été arrêté, si vos finances ne s'étaient pas complètement effondrées, si vous pouviez encore vous permettre votre style de vie sans mon aide, seriez-vous ici à vous excuser? Ou me traiteriez-vous toujours comme la déception familiale qui pose trop de questions gênantes? Mon père ne put répondre parce que nous connaissions tous les deux la vérité. Voici exactement ce qui va se passer, continuai-je avec une finalité absolue. L'oncle Henri va plaider coupable et purger une peine de prison importante parce que c'est un criminel qui a systématiquement volé de l'argent de la succession de son père décédé. Toi et maman allez réduire vos dépenses pour un logement que vous pouvez réellement vous permettre avec vos revenus combinés. Chloé va trouver un vrai travail et apprendre comment le monde fonctionne réellement pour les gens qui n'ont pas d'argent familial pour subventionner leur choix de vie. Et vous tous allez vivre avec les conséquences à long terme de m'avoir traité comme de la merde pendant des années. Et toi dans tout ça, demanda mon père doucement. Moi? Je vais continuer à vivre ma vie entourée de personnes qui me valorisent réellement en tant que personne au lieu de me considérer comme un distributeur automatique sur pattes. À commencer par David, qui a été plus un frère pour moi que ma vraie famille ne l'a jamais été. Comme si c'était parfaitement chorégraphié, David franchit ma porte d'entrée à ce moment précis, transportant des plats à emporter pour notre session de jeu prévue. Oh, salut M. Dubois, dit David avec une gaieté manifestement fausse. Comment se passe toute cette situation de faillite familiale pour tout le monde? Le visage de mon père devint rouge vif d'embarras et de colère, mais il ne dit pas un seul mot en réponse. Il se contenta de faire demi-tour et de sortir de ma maison, probablement pour la toute dernière fois de sa vie.